Bonjour à tous. L'idée aujourd'hui, c'est que je vais vous présenter deux choses. Je vais vous présenter le cadre dans lequel le village olympique est actuellement en cours de développement, avec une caractéristique très forte, qui est un planning quasi intenable. Donc, qui est un peu notre marque de fabrique principale, avec conjointement à ça une volonté très très forte d'incarner une série d'ambitions sur lesquelles je reviendrai. Et en fin de présentation, durant laquelle je vais montrer quelques images des permis de construire qui sont actuellement en cours de dépôt, vous expliquer les sujets auxquels on a été confrontés durant les derniers mois sur la mise au point, notamment des modes constructifs et de la question du bois. Je sais qu'un certain nombre d'entre vous sont très au courant du sujet. Pour autant, je pense que c'est intéressant, par retour d'expérience, un premier retour d'expérience, de voir quels sont les sujets auxquels on a été confrontés durant ce processus qui est quand même assez unique en la matière par rapport à la question du planning. Alors, le temps record, je le disais tout à l'heure, la Solideo a été créée fin 2017 et la livraison de la totalité des ouvrages par la Solideo doit se faire entre fin février 2024 et fin mars 2024. Donc, ça a un total de 6 années, un peu plus de 6 années de développement des projets. Mais en réalité, sur le village olympique, nous avons commencé à travailler avec notre équipe de maîtrise d'œuvre en septembre 2018. Donc, on voit bien le temps extrêmement compact de ce projet. Et on réalise sur une durée d'à peu près 5 ans d'un point de vue opérationnel, ce que normalement on réaliserait en 12 à 15 ans dans n'importe quel projet urbain de cette envergure. Alors, juste ce planning, vous voyez une barre rouge, fin mars 2024. C'est la date à laquelle on aura livré la totalité des équipements du village. Quand je dis équipements du village, c'est à la fois les opérations immobilières, mais aussi les espaces publics. Sachant qu'entre-temps, on aura à la fois acquis les terrains, procédé à l'ensemble des déconstructions, des dépollutions, des viabilisations permettant d'accéder au terrain, la construction des bâtiments eux-mêmes et enfin l'aménagement des espaces publics qui, pour la plupart d'entre eux, auront, comme pour les bâtiments, une double vie, c'est-à-dire à la fois une vie en phase olympique, puis une vie en phase dite héritage. Et les bâtiments, sur le même modèle, auront tous ou quasiment tous une double vie entre le temps des Jeux olympiques et paralympiques et le temps de l'héritage. Alors, l'héritage, c'est le bloc que vous avez à droite, qui en fait démarre à la fin 2024. Et le raisonnement de base qu'il faut avoir à l'esprit quand on parle du village, c'est que plutôt que de considérer qu'il fallait étalonner les bâtiments sur 2 fois 15 jours, on a considéré qu'il fallait les étalonner par rapport à leur destination finale pour mieux optimiser la phase dite d'adaptation pendant les Jeux olympiques et paralympiques. Ça signifie quoi? Ça signifie par exemple un bâtiment de bureau qui a vocation à devenir un bâtiment à vocation de bureau pour l'héritage, va connaître un aménagement temporaire durant la phase des Jeux olympiques et paralympiques, et donc, on va dire, des aménagements sur les plateaux, de cloisonnement, d'adduction en tout type de réseau, qui vont être propres à cette période temporaire. Alors, pour optimiser à la fois financièrement et techniquement ce processus assez unique, on a cherché justement à économiser de la matière au maximum sur les cloisonnements temporaires, sur les adductions en réseau divers. Voilà. Ça pose d'autres questions et je les aborderai plutôt en fin de présentation sur finalement comment aborder la question des structures, comme finalement le fait de construire en bois ou en béton n'est pas anodin quand on parle de cette réversibilité, et je pourrais échanger avec vous sur le sujet. Alors juste cette image, vous l'ayez à l'esprit, ça c'est mars 2019 au MIPIM. On a lancé la commercialisation des terrains sur lesquels on était amené à céder des charges foncières. Et ça, c'est décembre 2019. Donc, il y a eu moins de 9 mois entre ces deux images et la mise au point d'à chaque fois 2 lots de 50 000 m² avec les opérateurs auxquels on était amené à céder des charges foncières. Donc, on voit la vitesse à laquelle ce projet se développe. Et donc, depuis cette image, en décembre 2019, même pendant la période du Covid, s'est déroulée la mise au point des permis de construire qui aujourd'hui sont déposés pour, je dirais, 14 sur 15 dans le périmètre de la ZAC du village olympique dont j'ai la responsabilité. Alors, juste sur la question du planning, vous avez là le périmètre de la ZAC et plus globalement du village olympique. Pourquoi je parle de la ZAC? Parce qu'en fait, vous avez une opération à terre sur le continent, qui est celle que je représente avec ma souris, qui fait à peu près une petite quarantaine d'hectares. Et puis, vous avez une seconde opération qui est rattachée uniquement pendant la phase olympique, qui correspond à l'écoquartier fluvial,
sur lequel une opération est menée par la SEM Plaine Commune Développement. Et donc, vous avez en réalité 2 aménageurs qui travaillent conjointement pour réaliser le village olympique in fine. C'est à peu près 210 000 m² de développement à l'horizon des Jeux olympiques sur la partie continentale et à peu près 50 000 m² de développement sur la partie ilienne. Donc là, vous avez là le planning de rouler des opérations. Donc aujourd'hui, on est en plein dans cette cartographie. Vous avez en bleu les zones sur lesquelles nous travaillons actuellement à la viabilisation des espaces publics. Ce sont aussi des secteurs sur lesquels sont menées conjointement des déconstructions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez à la fois du terrassement et 4 mètres à côté des fins de déconstruction. En 2021, démarre la totalité des projets, plutôt des chantiers de bâtiments. C'est les zones représentées en rouge. On a un certain nombre d'équipements publics aussi qui vont donner lieu à des chantiers. Je pense notamment au groupe scolaire de Saint-Ouen qui va être livré avant les Jeux olympiques et la démolition-reconstruction du lycée Marcel Cachin. En 2023, cette phase va s'achever. Et puis, fin 2024, on aura un certain nombre de reconversions qui se feront de manière complémentaire sur ce qui aura été utilisé pendant les Jeux olympiques et paralympiques comme transport mall, comme gare routière pour le dire en français, et secteur sur lequel à la fois un parc sera aménagé et puis à peu près 30 000 m² de bâtiments développés post-JOP. Donc le chantier du village olympique aujourd'hui, c'est ça. C'est un travail, et je reviendrai dessus sur les ambitions environnementales, dès la phase de déconstruction, une obsession sur la question du carbone et la question du réemploi, notamment, dans cette phase de déconstruction. Et donc, on a été amené à mener des chantiers de déconstruction, de ressourcing complet sur le projet. Et après, avec une phase de déconstruction peut-être plus classique, mais la totalité des bâtiments qui sont utiles, enfin, qui sont broyés, sont réemployés, notamment comme couche d'assises des voiries. Donc, on n'a aucun béton, hormis ceux qui ne peuvent pas être réemployés, qui sortent du site. Donc ça, c'était le chantier il y a 2 mois. Le bâtiment, l'hôtel est quasiment aujourd'hui rasé. Il n'y a plus aucun bâtiment là où se trouvent les pelles. Et les terrassements ont démarré au même endroit. Donc, on est aussi sur une autre particularité. Je pourrais l'aborder rapidement plus tard, sur une rénovation de patrimoine industriel, avec notamment une halle de la fin du 19e siècle, qui est réaménagée par Vinci Immobilier, qui pilote une société d'aménagement qui avait été créée préalablement à la création du village olympique et qui est en partie détenue aussi par la Caisse des dépôts. Donc là, la partie terrassement. Et puis, quand je parlais de carbone tout à l'heure, avec un énorme travail qui est aussi fait sur la partie logistique. Et aujourd'hui, on a une barge qui part tous les jours des ports voisins du village pour évacuer les terrassements. Tant et si bien qu'aujourd'hui, on a des flux de camions qui sont considérablement réduits sur le secteur et puis un bilan carbone qui s'en ressent d'autant plus. Alors, sur la question des ambitions, on a dès le départ cherché finalement à appliquer un triptyque que je vais détailler, qui est un triptyque à la fois carbone, qui est à la fois climatique et sur la question de la biodiversité. Alors, ce triptyque, c'est vraiment sur la question de l'ambition environnementale. Pourquoi ? Parce que bon, la question de la neutralité carbone, c'est pas à l'auditoire que j'ai là que je vais détailler la question, mais on a effectivement une trajectoire vers 2050 et la neutralité. Et donc, quel est le seuil qu'il faut qu'on ait atteint à l'horizon de la fin des Jeux pour incarner cette trajectoire vers la neutralité carbone. Donc, premier point, cette question de la neutralité carbone, on l'a abordée sous l'angle aussi de la CV complète des bâtiments, en anticipant forcément la réversibilité des ouvrages tels que je l'évoquais tout à l'heure sur finalement les deux occupations ou les deux emplois des bâtiments que j'évoquais, et puis cette dimension de démontabilité, de se dire que finalement un bâtiment sera aussi un jour amené à être démonté comme on le fait aujourd'hui sur les bâtiments que je vous présentais tout à l'heure. Et donc, il y a cette question de modularité, de démontabilité qui est intégrée dès le départ. Et puis, on a cherché aussi à rendre les bâtiments les plus sobres en carbone, y compris sous l'angle de la consommation énergétique. Et aujourd'hui, on est en train de déployer un réseau de chaud et de froid à l'échelle de la totalité du village. Ce réseau de chaud et froid, il doit permettre,
quand tout le travail sur le bioclimatisme n'a pas permis de réduire suffisamment l'écart en situation notamment estivale par rapport aux besoins énergétiques, à ce moment-là, le réseau de chaud et de froid permet d'apporter cette qualité énergétique au bâtiment. Donc, ce réseau énergétique s'appuie sur une ressource géothermale de faible profondeur avec une capacité à rafraîchir, et non pas à climatiser, mais rafraîchir la totalité des bâtiments, y compris, et donc quand je dis la totalité, c'est bureaux et logements, y compris à l'horizon de 2050. On travaille avec Météo France sur la modélisation du quartier. Et donc, on a un vrai sujet qui est finalement le fait que ce quartier soit, y compris un quartier vivable, dans une génération, ce qui est probablement un de nos défis collectifs majeurs par rapport à l'évolution des températures en milieu urbain auxquelles on est collectivement confronté. Donc, c'est exactement ce que je disais, donc sur la vie adaptée au climat de 2050 et avec les phénomènes d'îlots de chaleur. On travaille aussi pour ça sur la question de la qualité des espaces publics en matière de température ressentie. On a notamment demandé au CEREMA de déployer un certain nombre d'outils et de développer des outils avec nous pour travailler sur cette question des îlots de chaleur. Et par exemple, je l'aborderai moins pendant cette présentation, mais on travaille sur le substrat de plantation des végétaux pour voir comment un substrat peut être adapté pour maximiser la rétention en eau le plus tardivement possible, de façon à ce que pendant les périodes de canicule, les végétaux ne soient pas en situation de stress hydrique, mais qu'on puisse réduire ces situations de stress hydrique. Parce qu'un arbre qui ne transpire plus est un arbre qui ne rafraîchit plus non plus. Et donc, il y a un vrai sujet d'adaptation de la totalité des espaces publics du quartier à ces nouvelles conditions climatiques. Et puis enfin, la question de la biodiversité, qui est un vrai sujet, parce que n'importe quel projet en France, à l'aune de la 6e extinction, en France et dans le monde, doit s'interroger sur la prise sur la question de la biodiversité. Et donc, ça pose la question aussi du couvert végétal, de son interaction avec le milieu bâti, et également de la nature du couvert végétal qui est mis en place sur les toitures. Et donc, quand on parle d'ossature bois, ça pose aussi la question de la nature des dalles de dernier niveau, de leur capacité à supporter des poids de terre importants, parce qu'une des clés du succès dans ces cas-là est aussi la qualité de l'épaisseur de substrat qui peut être mise sur les derniers étages. Sachant qu'on oriente, nous, notre propos sur le corridor écologique attaché à la Seine, qui est un des principaux axes, on va dire, présents sur le site. On travaille également, et là je vais passer rapidement sur la question de l'accessibilité universelle. On travaille pour les Jeux olympiques et paralympiques, donc se pose la question de l'accessibilité de la totalité de nos bâtiments. Alors vous me direz quel est le lien avec le bois? Ça ne saute pas forcément aux yeux, mais pour autant, on a un vrai sujet sur les salles de bain temporaires si on raisonne sur les planchers en bois, parce qu'on a toute une série de sujets qui se posent sur les évacuations des salles de bain à travers les planchers en bois. Et si les dites évacuations sont temporaires, ça pose la question de la résilience des planchers par rapport à ces percements. Enfin, la question de la réversibilité qui est consubstantielle au fait d'être sur le village olympique et paralympique et tel que je vous l'ai introduit tout à l'heure, ça pose la question des cloisonnements, décloisonnements. Alors là, vous avez 2 études de cas théoriques qu'on avait créées à l'époque, début 2019, avec l'agence Dominique Perrault, pour tester finalement nos faisabilités avec les contraintes du CIO. Une chambre pour le CIO, c'est 12 mètres carrés et 2 lits avec une table de nuit, une armoire, une penderie. C'est une salle de bain pour 4 athlètes. Et donc, on est obligé de composer avec quelque part cette figure de style. Et par exemple, sur les logements qui seraient des T3 à l'héritage, on va utiliser la future cuisine comme une salle de bain temporaire de façon à utiliser les réseaux, les plomberies nécessaires, et parce qu'on passe au-dessus du seuil de 4 athlètes dans un même appartement. Et donc, on a un jeu systématique sur le nombre de salles de bain, le nombre de lits. Et l'une de nos fonctions principales côté Solideo va être jusqu'en 2023 de s'assurer que les ratios et les canons d'aménagement tels qu'ils ont été établis avec les opérateurs immobiliers seront tenus jusqu'à la fin, de façon à pouvoir délivrer le programme tel qu'il avait été fixé initialement. Voilà. Et puis, un travail sur l'insertion professionnelle, ça c'est sur une partie peut-être moins technique,
mais qui est la question des 10% d'heures travaillées affectées à des personnes éloignées de l'emploi, et avec la volonté d'orienter 25% de nos marchés attribués ou à travers les promoteurs immobiliers qui font l'acquisition de charges foncières, 25% de TPE, PME mobilisés dans ce cadre-là. Et les TPE, PME, je pense notamment aux entreprises du bois, qui peuvent trouver à travers ce cadre un moyen d'expression de leur savoir-faire. Rapidement, je passe sur une dimension qui est peut-être plus géographique, mais qui va me permettre d'aboutir à la présentation des projets architecturaux tels qu'ils se stabilisent aujourd'hui. Donc, juste pour ceux qui connaissent peut-être moins le dossier que d'autres, donc une concentration des efforts a été faite à travers le dossier de candidature sur le secteur dit du Grand Paris. Dans le dossier de candidature, vous aviez le centre de Paris avec plutôt des aménagements temporaires qui bénéficiaient de l'image du cœur de Paris, et puis des aménagements avec un investissement de l'État plus fort, et donc souvent, quasi systématiquement porté par la Solidéo sur le secteur de la Seine-Saint-Denis, avec une logique de deuxième vague d'investissement derrière celle du Stade de France dans les années 90. Et là, ça permet de rajouter une nouvelle couche d'investissement sur le secteur proche de la Plaine de France et de manière un tout petit peu plus lointaine sur le secteur du Bourget et de la Courneuve avec le cluster dit des médias. Le site du village olympique, vous voyez, est très accroché à la Seine et donc qui est aussi une des caractéristiques fortes de ce projet. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est de voir que d'un point de vue de la dynamique métropolitaine, ce site est juste à côté du hub Pleyel, sur un ancien site industriel marqué aujourd'hui par des friches, mais aussi par des zones d'activité qui se sont développées après la libération de ces friches industrielles pour une partie d'entre elles dans les années 80. Et donc un territoire extrêmement dynamique, avec une stratégie de territoire qui s'oriente, qui s'accroche plutôt à la matrice laissée dans les années, à la fin du 19e par les grandes implantations industrielles qui étaient aujourd'hui, dont les stigmates ou les traces sont plutôt incarnées par la Cité du cinéma ou la Halle Maxwell que je vous présentais tout à l'heure. Et donc des trames qui viennent de manière orthogonale s'accrocher à la Seine, et avec tout un travail sur un dénivelé fort, un système de terrasses qui s'ouvre sur la Seine. Et donc, vous avez là la manière avec laquelle le projet urbain s'est construit à travers finalement cette stratégie urbaine, et donc un épanelage de bâtiments qui va s'étaler du R+4 jusqu'à quasiment R+15, le plus haut bâtiment étant un bâtiment d'une 50aine de mètres de haut face à la Seine, à proximité de l'autoroute A86, quand les bâtiments plus petits viennent s'accrocher au cœur de Saint-Ouen avec, pour le coup, une échelle beaucoup plus urbaine ou de petite maille. Et donc, on a abouti à cette première morphologie qui avait été présentée début mars 2019, et donc, base sur laquelle nous avons travaillé avec les opérateurs immobiliers. Et toute la question de la structure des bâtiments s'est posée à travers cette morphologie-là. Et donc, probablement une des échanges qu'on va avoir par la suite, c'est finalement le lien entre la hauteur des bâtiments et la question des ossatures. Et donc, on avait fixé une règle dans les cahiers de session et puis dans les cahiers des charges, qui était le fait d'imposer le bois en dessous de 28 mètres et d'être peut-être un peu plus souple au-dessus de 28 mètres, mais d'insister sur la question des filières sèches au-dessus de 28 mètres. Et donc, les opérateurs ont passé au crible ce projet urbain à travers ces prescriptions. Puis ça, c'est une image qu'on a commencé à recoller il y a peu de temps sur tous les projets immobiliers. Alors, je vous demande de pas photographier ou de ne pas imprimer cette image qui est encore susceptible d'évoluer, mais en tout cas, ça commence à donner un peu un grain des projets qui sont en cours de développement ou qui ont été déposés au stade des permis de construire. Cette image qui est celle de l'opération portée par ICAD, la Caisse des dépôts, et Annie Depeutz étant l'architecte coordinatrice. Et donc, on voit ces opérations. Donc là, sur cette image, la totalité des bâtiments qui sont à droite de l'image sont des bâtiments en ossature bois, hormis la question du socle qui est quand même un peu particulière, mais le reste est en ossature bois, y compris plancher bois. Et donc, on a poussé le sujet le plus loin possible. Et à gauche, les bâtiments sont en FOB, donc avec des bâtiments qui dépassent les 28 mètres, mais par contre sur lesquels on travaille en façade en ossature bois.
À droite, vous avez aussi un certain nombre de bâtiments sur lesquels… Donc ça, c'est l'opération portée par Nexity Eiffage. Une grande part de ces bâtiments sont aussi en ossature bois, mais pour une partie d'entre eux en plancher béton. Donc là, une autre technique constructive. Et le bâtiment qui est au fond, le bâtiment de bureau qui coiffé par une salle de basket sur la toiture, et lui en ossature bois. C'est l'image que vous avez juste à votre gauche. Voilà, donc ça, c'est les images d'ambiance dans le cœur de quartier. Et puis, le travail sur les terrasses qui dominent la Seine, avec, on va dire, une reprise d'un certain nombre de canons esthétiques des terrasses d'Île-de-France qui dominent cette géographie qu'on connaît de la Marne et sur le bord de la vallée de la Seine. Voilà. Alors, on voit quand même une architecture assez… Nicolas Ferrand avait qualifié cette architecture de cistercienne. C'est-à-dire c'est une architecture assez rigoureuse, mais dont l'esthétique est fortement influencée par le niveau d'ambition environnementale qu'on lui a donné. Et donc, on a un vrai sujet aussi d'équilibre entre l'aspect et l'architecture et la question des matériaux employés. On est quand même un tout petit peu moins libre quand on est en ossature bois, mais ça fait partie, j'allais dire, du vocabulaire qui se dessine et d'une époque. Donc, c'est un élément aussi intéressant à analyser au stade où on en est. Puis ces images qui sont celles sur le secteur de Vinci, qui là aussi utilisent en grande partie le bois. En dessous de 28 mètres, on est en ossature bois. Sur les bâtiments de plus grande hauteur, on est en FOB. Et une grosse partie de l'aménagement intérieur de cette halle sera fait aussi, donc je vous montrais tout à l'heure en phase de curage, sera fait en ossature bois. Et donc, c'est une dimension aussi intéressante de voir qu'y compris en rénovation, le bois sera très présent. Voilà. Alors aujourd'hui, vous avez vu probablement passer un certain nombre d'articles. On est à peu près à 30 000 mètres cubes de bois sur la ZAC du village olympique et paralympique. On a aussi été confronté à un vrai sujet de mise au point des permis de construire sur la question de la sécurité incendie, qui est un sujet compliqué à traiter. Et je pense notamment sur les bureaux qui sont amenés à être utilisés temporairement en logement, où on aurait bien souhaité conserver la question du bois en ossature, mais le fait de les utiliser temporairement en logement, les pompiers n'ont pas accepté de dérogation quant aux règles de sécurité incendie qui se posaient aux questions des ossatures. Et donc, on a été amené à ajuster ce dispositif, confronté à cette question de la réglementation incendie, qui est un vrai sujet, à mon avis, sur lequel les choses devraient être amenées encore à bouger pour maximiser l'utilisation du bois. Donc ça, c'est un premier élément important à avoir à l'esprit. Deuxième sujet, c'est aussi la question, par exemple, dans des situations de réseau d'énergie qui s'appuient sur des planchers réversibles, la question de la cohabitation d'un certain nombre de réseaux, et notamment de réseaux d'eau, avec un très grand déploiement, un sujet qui se pose, mais ça, je suis tout à fait en parler avec vous. Et puis, voilà, c'était quelques éléments sur les derniers échanges techniques que j'ai pu avoir avec les architectes. En tout cas, on a essayé, on joue toujours à fond la carte du bois, le plus qu'on puisse faire sur le village, et en faisant pression sur les opérateurs à chaque étape du projet qui, comme vous le voyez, est mené extrêmement rapidement et donc qui pose pas mal d'enjeux.